Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'appel au travail et à l'efficacité du président de la République à l'endroit des membres du gouvernement ce jour à Yaoundé. Le chef de l'État les invite à répondre aux préoccupations des populations et d'accorder des facilités aux investisseurs. Paul Biya s'exprimait ainsi lors du conseil ministériel tenu au Palais de l'Unité. Le compte rendu de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du gouvernement à suivre dans ce journal. Et puis l'engagement des autorités de Douala à endiguer le désordre urbain dans la métropole économique. Le phénomène prend de l'ampleur au fil des jours, nonobstant les multiples campagnes de sensibilisation et même des mesures répressives prises. Pourquoi la question rencontre-t-elle tant de réticences? Le point dans le 19h50. Et puis consommation d'eau et d'électricité. La loi des finances 2019 augmente le seuil taxable des facturations mensuelles au Cameroun. Une mesure sociale qui entend alléger la tâche aux ménages et petits consommateurs et qui suscite de la part de certains fiscalistes des zones d'ombre à éclaircir. Zoom dans ce 19h50 sur les contours de cette mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On ouvre ce journal par Yaoundé et par ce conseil ministériel tenu ce jour au Palais de l'Unité, présidé par le chef de l'État où il a donné des consignes aux membres du gouvernement. Anon Gefak, bonsoir. Michael, madame, monsieur, merci de nous retrouver. En direct de Yaoundé où s'est tenu en cette mi-journée le premier conseil ministériel au Palais de l'Unité. Au menu de ce conclave national de haut niveau, une communication spéciale du président de la République à son nouveau premier ministre et à ses autres membres du gouvernement. Pas plus de 20 minutes pour l'exercice. Voici le compte rendu de Rodrigue Tonguet et Serge Aloziebou. Un quart d'heure pour convaincre. Paul Biya s'est voulu précis et concis pour le tout premier conseil ministériel du septennat des grandes opportunités et aussi la première rencontre au plus haut niveau de l'exécutif sous l'ère Dion-Goté. Une feuille de route prescrite. C'est le cœur de la communication spéciale du chef de l'État, seul point inscrit à l'ordre du jour de ce conseil ministériel. Elle repose entièrement sur le programme économique, social et culturel présenté au Parlement par le gouvernement au cours de la dernière session, ce qui laisse croire que la sécurité, les actions pour le maintien de la paix et de la concorde sont fortement exigées par le président à ses ministres, tout comme la remobilisation des équipes pour la croissance, avec effet direct escompté sur l'emploi jeune. Et pour la mise en musique, Paul Biya instruit la solidarité et la cohésion gouvernementale, mais aussi l'ardeur au travail, un travail acharné dans l'intérêt général pour servir donc. Mission essentielle de la fonction ministérielle. Au-delà de ces hautes prescriptions, le rendez-vous du 16 janvier 11h, sobre à souhait, sans annonce tapageuse préalable, est l'occasion de rentrer pour le gouvernement réaménagé le 4 janvier dernier. Et sans doute, un brin d'émotion supplémentaire pour les Bleus. Ces ministres délégués et secrétaires d'État, promus il y a seulement 12 jours. Et ce, autant au sein du gouvernement au sens classique du terme, composé d'hommes de portefeuille et conduit par Joseph Dion-Goté, le Premier ministre chef du gouvernement, que chez les ministres en service à la présidence de la République. Les hommes de cabinet, aux côtés du secrétaire général de la présidence de la République et du directeur du cabinet civil. Le conseil ministériel, tenu une semaine après la cérémonie de présentation des vœux et qui consacre l'allégeance au chef, est un moment de convivialité après la séance de travail. Le véritable kick-off est ainsi donné pour le tout premier gouvernement Dion-Goté. Le conseil ministériel de ce mercredi aura permis au chef de l'État de transmettre sa vision pour le septennat qui commence à peine. Le premier ministre chef du gouvernement qui aura la charge de coordonner l'action du gouvernement au sorti de ce conclave avec le président de la République s'est confié à la presse. Extrait sélectionné par Rodrigue Tonguet. Le chef de l'État, le président de la République, vient de nous tracer sa feuille de route. Et il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale, l'ardeur au travail. Il nous a dit qu'il nous fait confiance pour
exécuter cette feuille de route. Et c'est ça que je retiens et c'est ça que je vais appliquer. Nous allons le faire d'abord en appliquant ce qu'il nous demande, sa feuille de route. Il y a un budget, un programme économique cette année. Nous allons appliquer ça à la lettre. Et je crois que c'est ce faisant que nous aurons un septennat extrêmement important. Le peuple camerounais vient de renouveler sa confiance au chef de l'État. Et ceci nous interpelle. Et nous sommes donc très conscients de cela et nous allons tout faire pour donner satisfaction non seulement au chef de l'État, mais au peuple camerounais. Il y a des priorités sur le plan économique, mais d'abord il y a des priorités sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, évidemment sur le plan des jeunes. Donc voilà les priorités qu'il y a. Parlons de toute autre chose à présent. Parlons de la nouvelle loi des finances en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Et les innovations qui nous intéressent ce soir sont celles qui concernent le secteur de l'eau et de l'électricité. Tenez par exemple, il faudra désormais consommer 220 kW d'électricité ou 20 mètres cubes d'eau pour être taxé de la TVA. Favorable pour les petits consommateurs, mais reste assujetti à certaines conditions pour un impact effectif. Éclairage de quelques experts sous la plume de Patrick Christian Ndobo. La loi de finances 2019 au Cameroun augmente le minimum taxable dans la grille de facturation des consommations en eau et électricité. Une disposition établie dans l'article 128 de cette loi avec l'ambition d'alléger le coût des dépenses des ménages en la matière. Désormais, le seuil d'imposition à la TVA des consommations d'eau et d'électricité vont passer de 220 kW pour l'électricité et de 20 mètres cubes pour l'eau. J'ajouterais que la mesure ne peut atteindre l'objectif escompté que si on a la garantie qu'il n'y aurait pas une augmentation du coût des tarifications qui aurait pour effet néfaste de récupérer cette exonération ou cet allègement que l'État aura donné d'une main. Pour l'opérateur en charge du volet énergie électrique, quoique salutaire, la mesure ne portera ses fruits que dans des conditions précises, avec surtout l'implication de tous. Et pour ce qui est des tarifs, rien n'a bougé. Il va de soi que si vous êtes 5, 6, 7, 10 derrière un compteur, vous n'allez pas bénéficier de cet effet. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est l'économie d'énergie. Et puis, la disposition même de ces appareils-là, il faut aérer le derrière. Cela vous permet de gagner de l'énergie sur votre consommation. Des assurances et des conseils qui laissent tout de même des zones d'ombre à éclaircir pour certains spécialistes de la question fiscale, à l'instar du professeur Pierre Alaka. Aujourd'hui, Enéo nous dit celui qui fait moins de 220 ne paierait pas la TVA, mais celui qui fait par exemple 250 payera la TVA sur les 250, alors que l'année dernière, ce n'était pas ça. Ce serait une supercherie, pas contre le contribuable, mais contre l'État, dans sa politique d'interventionnisme social. En attendant les modifications annoncées dans les factures du mois de janvier disponibles dès février, les consommateurs semblent avoir des cartes en main pour bénéficier de cette mesure sociale, avec cependant l'espoir de ne pas voir intervenir d'autres facteurs inconnus dans le processus de facturation. Non, de 0 à 100. De cette nouvelle formule de taxation à partir du 1er février prochain. Les bénéficiaires, ceux considérés comme petits consommateurs, attendent impatiemment. Entre accueil et appréciation de la mesure, voici le reportage de Charnel Wempe et Michel Foucault. Désormais, plus de taxes sur la valeur ajoutée pour les consommateurs d'électricité de moins de 220 kW et les consommateurs d'eau de moins de 20 mètres cubes. Une nouvelle qui tombe comme du pain béni pour les ménages et les petites entreprises qui verront leurs factures mensuelles diminuer. Pour Duclerc Guegan, bailleur au quartier Ngousso à Yaoundé, cette innovation est un ouf de soulagement. Si on ne paie plus de taxes, nous sommes très d'accord, très honorés. Si on peut nous donner cette faveur, nous sommes très honorés. Une nouvelle aussi bien accueillie par ce chef d'entreprise qui consomme 117 kW par mois et qui paye la TVA à 2000 francs CFA. Avec la nouvelle mesure, il est exonéré de cette taxe.
C'est une très bonne nouvelle parce que ça réduit quelques francs CFA sur les consommations. Au lieu de 10 000 par exemple, vous avez une réduction de 20% et vous payez 8 000 francs. C'est pas petit. Ce chef d'entreprise souhaite également que l'exonération soit élargie au prix du kilowatt. Toutefois, pour mieux bénéficier de la nouvelle mesure, les consommateurs devront être prudents afin de contenir leur consommation dans la marge non taxée. La Ligue des consommateurs du Cameroun prévient à cet effet. Donc, il est important maintenant de vérifier les quittances, de vérifier les détails des quittances d'eau. Donc quand la quittance arrive, pas seulement regarder le montant et le délai, mais regarder les détails, notamment la rubrique TVA, pour voir si c'est moins de 20 mètres cubes d'eau, aller à la rubrique TVA et observer que ça doit être 0 TVA. Cette nouvelle mesure prendra effet dès le 1er février 2019. Quand bien même la mesure sera effective, la discorde entre bailleurs et locataires ne finira certainement pas. L'objet du conflit, ce sont les clés de répartition des coûts à partir de la facture mère, parfois incomprise. Comment ça marche, ces répartitions? Réponse dans ce reportage signé Rakshaba Seguiedna et Michel Foucault. Des compteurs électriques posés sur les murs, ils correspondent au nombre de locataires que compte cette cité. Les bailleurs sont unanimes sur la clé de distribution des factures d'électricité. J'ai un étudiant qui est chargé de ça. C'est lui qui calcule les factures, il dirige tout. Ici, là, il dispatche les factures à tout un chacun. Et je n'ai pas de problème à cet effet. Les compteurs divisionnaires sont la solution idoine pour repartir les factures d'électricité entre bailleurs et locataires. Il y avait trop de problèmes. Les enfants n'aimaient pas payer, il fallait discuter. Les gens disaient qu'ils n'ont pas consommé, c'est leurs voisins qui ont consommé. Mais depuis que j'ai mis les compteurs divisionnaires là, bon, je n'ai plus ce problème. Néanmoins, d'autres bailleurs optent pour un autre processus, donner plus d'indépendance à leurs locataires. Ces derniers vont directement prendre un compteur à leur nom à l'agence de distribution d'électricité. Chacun d'eux émarge. Donc leurs compteurs viennent de la Sonel. Ce n'est pas nous qui écrivons qui calculons pour qu'ils nous remettent cet argent, non. La Sonel leur remet leur facture. Ça vient à leur nom entièrement. Parlons maintenant de la distribution des factures d'eau. Ici, chaque bailleur va de son gré, même si le moyen usuel reste les compteurs divisionnaires. En ce qui concerne par exemple le compteur d'eau, chacun a un compteur divisionnaire et à partir de ce compteur divisionnaire, nous calculons leur consommation avec leur TVA. Qu'il s'agisse de l'électricité ou de l'eau, les bailleurs et les locataires trouvent toujours une solution à leurs problèmes. Restez sur le fil de l'actualité. L'information continue avec vous à Douala, Michael Kiptio. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. La communauté urbaine de Douala qui veut mettre fin à l'anarchie observée dans les rues de la ville, elle a entamé ce jour une action de libération de la voie publique à l'avenue dit du 27 août. Des commerçants ont été sensibilisés avant l'action de déguerpissement annoncée pour la semaine prochaine. Les 10 commerçants semblent ne pas apprécier la démarche entreprise par Fritz Tonnet cet après-midi. Vanessa Melakamdemegui Fotso pour les détails. Ce pan de la chaussée au marché d'Orbassi de Douala est dégagé. Mais l'on déchante quelques mètres plus loin. La Une semaine pour libérer les espaces publics. C'est l'ultimatum que donne Fritz Tonnet aux commerçants qui occupent anarchiquement les trottoirs et la chaussée de l'avenue du 27 août à Douala. C'est pas qu'on veut déranger nos compatriotes qui se débrouillent entre guillemets, c'est parce que l'occupation anarchique a atteint un stade très nocif. Le goudron du 27 août va se dégrader très vite parce que les caniveaux sont bouchés à longueur de journée par tous les déchets qui viennent de ces commerces-là. Vous avez vu la pénétrante Est.
qui est délabré, il n'y a plus de jardin parce qu'on a assiégé même les jardins, les ronds-points. Je veux bien que les gens se débrouillent, mais pas de cette façon-là. Avant d'employer les grands moyens, le délégué du gouvernement sensibilise les 10 commerçants sur le bien fondé de la manœuvre. Des explications qui semblent être tombées pour des oreilles de sourds. Les commerçants, habitués à de telles opérations, proposent d'autres solutions au gouvernement. Le vrai problème ici, c'est le chinois en question. Nous tous, nous savons au Cameroun que le chinois n'a pas qualité de faire le commerce à l'avenue 27 août. Mais déjà quand il laisse le chinois vendre en gros, vendre en détail, nous allons tous toujours être de temps en temps à côté pour acheter et revendre. Ce qui va créer toujours l'embouteillage. C'est donc un bras de fer qui s'annonce dans les prochains jours dans cette partie de la ville de Douala, plus connue sous le nom de la cité chinoise. Mais en attendant, la communauté urbaine de Douala, déterminée, se prépare à étendre l'action de libération de la voie publique dans les zones de rond-point d'Aïdo, marché Saker et marché d'Okbassi, entre autres. Vous l'avez vu, le désordre urbain, décidément un phénomène qui gagne en ampleur en dépit des mesures répressives prises par les autorités en charge de la ville. Aucun arrondissement n'échappe à cette gangrène qui sape les efforts d'embellissement et de modernisation de Douala. Nos reporters sont à la rencontre de ceux qui sont aux abords des rues et des marchés pour faire le constat après l'application des mesures répressives prises il y a quelques jours seulement. Monique Naosi-Fosso et Guy Fotso. Ce pan de la chaussée au marché d'Orbassi de Douala est dégagé. Mais l'on déchante quelques mètres plus loin. La rue est obstruée par les commerçants qui vendent sur la chaussée et sur le gazon aménagé. Ici, les habitudes ont la peau dure. Les comptoirs du marché nouvellement inauguré ne sont presque pas occupés. La faute à la structure du marché, disent les commerçants. Comme ça, comme le marché est gagné construit. Le marché central, c'est comme ça que c'est construit. Vous même regardez les comptoirs, combien de personnes... Combien nous avons et la route c'est par où? Dites-moi un peu. Le marché ne donc pas si ça refait. Ceux qui ont regagné les comptoirs et boutiques l'ont fait à contre-cœur. Le comptoir a été mal construit, n'est-ce pas maman? C'est de supporter maintenant la peine, tu vois non? Et les gens qui ont les comptoirs, c'est la majorité des gens qui sont en bas là. On n'a pas encore détruit le bas. De façon que si on détruit le bas, ils vont récupérer leurs comptoirs, tous les comptoirs que tu vois là. Les femmes ont tout payé. Mes chers parents, mes chers mamans, que pardon, entrez dans le marché. Quand vous entrez dans le marché, les clients vont vous soulever dedans. Le phénomène du désordre urbain est perceptible tant au marché central de Douala qu'à la douche municipale. Difficile de circuler pour les usagers. La population augmente au jour le jour. Et que bon, nous pensons que les choses peuvent s'améliorer s'il y a quand même une discipline et l'éducation à la citoyenneté. Quand la communauté urbaine vient le mettre en ordre, bon, le lendemain, ils reviennent encore sur la chaussée. Il y a les autorités pour ça, non? Ils doivent faire leur travail, c'est tout. Le désordre urbain, c'est aussi ces ordures qui asphyxient les commerçants et met à mal leur santé. La question du livre au Cameroun continue de susciter de nombreux débats. La notion du livre unique dans le système éducatif camerounais apparaît finalement comme une aubaine pour l'industrie du livre. Cependant, de nombreux problèmes sont relevés et mettent en mal les libraires, chevilles ouvrières pourtant dans la chaîne de distribution. Réunis ce jour à Douala, les syndicalistes ont planché sur l'état des lieux du livre au Cameroun. Le compte rendu de Patrick Ngwanya et Marius Kossou. La crise du livre au Cameroun a trouvé un écho favorable l'année dernière avec le décret du 23 novembre signé par le Premier ministre de cette époque, Philemon Yang, portant organisation du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Depuis le mois de décembre, les livres sont là. Tous les livres qui n'y avaient pas sur le marché sont arrivés en décembre. Donc les parents qui n'ont pas acheté les livres de mathématiques aux enfants de 6e, les livres de mathématiques aux enfants de 5e, les livres des coloriages pour la maternelle et tout le reste peuvent passer chercher les livres des enfants. L'Assemblée générale de ce 16 janvier, organisée à Douala par le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun, évalue l'état des lieux du livre unique pour cette année scolaire 2018-2019. L'Assemblée générale de ce jour, c'était de faire le bilan de la rentrée scolaire 2018-2019 et parler des difficultés que nous avons eues pendant cette rentrée qui a été très mauvaise pour les libraires.
et ensuite se jeter pour le futur. Certains libraires estiment que la chaîne de production du livre doit être harmonisée. En réalité, c'est au niveau des éditeurs que nous avons eu beaucoup de difficultés parce que beaucoup des éditeurs n'ont pas respecté la chaîne du livre. Et ça, c'est la plus grande déception parce que l'État du Cameroun a pris une décision qu'on respecte la grille de l'éditeur au distributeur, que les pourcentages doivent être respectés. Curieusement, aucun éditeur, bref, 80% des éditeurs n'ont pas respecté. En ce début d'année 2019, le manuel scolaire, qui semblait être rare en début d'année scolaire, est désormais disponible dans les librairies des grandes métropoles, si l'on s'en tient au dire des diffuseurs du livre. De la motivation pour nos forces de défense et de sécurité, le boost vient du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Galax Yves Landry Etoga vient de séjourner dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise. À Bamenda, il a tenu à galvaniser les troupes et en leur adressant des souhaits de bon courage et surtout des félicitations de la hiérarchie. Lil Piedjou et Annie Collins. Galax Yves Landry Etoga a séjourné dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest, mardi, l'un des foyers de la crise sécuritaire. Le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, dans l'un des véhicules blindés, a fait le tour des services de la gendarmerie opérationnels dans la ville. C'est sa première visite depuis sa prise de fonction à la tête de ce département ministériel. À chaque étape, Galax Yves Landry Etoga a échangé avec ces hommes, les a encouragés pour tous les sacrifices consentis dans cette zone de tension. Vous avez circulé dans la ville tout à l'heure, vous avez rencontré les populations qui vaquaient à leurs occupations et vous avez vu les forces sans être particulièrement agressives qui circulaient, des éléments des forces de défense qui circulaient tranquillement. Les activités économiques sont en marche. On n'a peut-être pas encore atteint le 100%, mais tout va bien. La région du nord-ouest est en proie à l'insécurité depuis 3 ans. Des atrocités commises par des séparatistes sont enregistrées au quotidien, provoquant la psychose et ralentissant l'activité économique dans la ville. La psychose, c'est quelque chose de psychologique. Donc vous vous dites, l'eau qui va tomber du ciel là va m'emporter. Mais est-ce qu'une goutte d'eau peut vous emporter? Je crois non. Il y a quelques escarmouches, c'est tout à fait normal. La fin d'une crise ne va pas aussi brutalement que l'arrivée de la crise. Mais nous confirmons, la situation est sous contrôle. Cette visite de 24 heures a également permis au CED de rendre visite aux blessés à l'hôpital militaire de Hope Station. Visite interdite aux caméras. Cap a été mis sur la ville de Bafoussam dans la région de l'Ouest. Découverte macabre à San Melima dans la région du Sud. Un homme sans domicile fixe souffrant depuis des semaines, visiblement n'ayant personne pour prendre soin de lui, décède dans l'indifférence totale. Et pour éviter ce type de cas à l'avenir, les autorités de la ville invitent les populations à collaborer pour apporter de l'aide aux personnes indigentes. Yasset Rezotanon et Emmanuel Koita. C'est une triste fin pour le nommé Dawal Monglo, un sans domicile fixe décédé dans la ville de San Melima, région du sud de Cameroun. Nous n'avons pas pu avoir une photo de lui de son vivant. Mais selon les populations de Mikongo-Sonel, c'est un homme, la quarantaine, orphelin de père et de mère, originaire du Mayo-Louti. Un ex-enfant de la rue qui, après un séjour à Yaoundé, a tenté une aventure au Gabon avant d'être rapatrié. Qu'on lui a rapatrié au Gabon, je lui ai croisé dans la ville de Ovan. Je lui ai aidé avec le transport pour San Melima. Voilà comment je lui ai connu. Il était juste malade. Ce n'est pas un fou. Il disait que s'il faut qu'on lui aide pour amener dans son village, c'est 35 000. Moi, il lui dit que je n'ai rien. Après une enquête, il est établi que l'homme est mort il y a environ 24 heures. De façon générale, c'est une mort naturelle. Parce que quand on voit le corps, il est à l'inspection d'abord, c'est un corps qui est tellement amaigri. Ça montre qu'il est décédé, peut-être ça fait plus de 24 heures en fait. Le pasteur Akono est celui qui a approché le Maccabée quelques heures avant son décès. Je suis venu, j'ai constaté qu'il y avait du sang sur le mur, qu'il clashait du sang. Je n'ai pas eu le courage de le transporter, je suis parti chez les sapeurs. On lui a fait les examens, on lui a placé une perfusion. Comme il n'avait pas de drap, je suis descendu à la maison pour prendre un drap. Je remonte, 1 heure de temps plus tard, on me dit que votre malade a fui.
à l'hôpital des districts. Il ne voulait pas rester à l'hôpital. Le corps a été remis au service d'hygiène et salubrité de la commune de San-Meliba pour inhumation au cimetière municipal. Le sous-préfet appelle à la vigilance et recommande aux populations de signaler les cas de personnes indigentes errant dans la ville pour une prise en charge ou une orientation vers les communautés d'origine. Il était le dernier survivant de l'école de Foulassi, berceau de l'hymne national. Anatole Adolphe Ebongo fait partie de ceux qui ont composé l'hymne national de notre pays. Il s'est éteint à l'âge de 107 ans, laissant derrière lui un riche héritage culturel. Évocation dans ce sujet de Lille Piedjou et Marius Kosso. Il est un peu plus de 13 heures. Cette chaise roulante attend en vain son propriétaire. Les mouvements observés dans cette mini-bibliothèque ont cédé la place à un calme de monastère. L'occupant de cet espace, Anatole Adolphe Ebongo. La mort vient d'arracher au Cameroun le dernier élève de la prestigieuse école coloniale de Foulassi, où l'hymne national du Cameroun a été composé. Il a été invité par le chef de l'État en février 2013 à aller à Foulassi parce que c'était un des sites de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance. Alors il y est allé avec d'autant plus de joie qu'il revoyait ses anciens, les locaux où il a vécu. Après Foulassi, le patriarche Anatole Adolphe Ebongo, grâce à un concours, intègre la douane camerounaise où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur. Quand il nous racontait que quand vous êtes responsable des douanes, vous devez fournir 80% du budget de l'État. Âgé de 107 ans, ce baobab sortait de moins en moins au regard de ses forces en déclin, mais restait un féru de la lecture. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « Souvenirs d'un enfant du siècle », publié aux éditions Clés. Une passion transmise à ses enfants et petits-enfants, dont celle qu'on ne présente plus, la célèbre journaliste Henriette Ekoué. Il était trop rigoureux pour nous, ça a été dur parce qu'on lisait beaucoup et il nous donnait de la lecture. Cet ancien élève de l'école normale de Foulassi, de 1925 à 1933, s'en va, laissant derrière lui un héritage incommensurable. En santé, considéré par certains parents comme une malédiction à laquelle on ne peut remédier, le pied beau est une malformation congénitale caractérisée par la déformation du pied tourné vers l'intérieur. Il est désormais possible de corriger cette anomalie au Cameroun grâce à des techniques dont seuls les kinésithérapeutes ont le secret. Mireille Florne de Fofotso et Martin Lutenjomo nous édifient sur la question. Ces jumeaux, Aaron et Steve, se déplacent maintenant sans souci. Né avec une malformation du pied appelée pied beau et très mal connue au Cameroun. Félicité Njimeli, leur maman, en a fait les frais et aujourd'hui, elle peut sourire. Au départ, on a paniqué. Il y a les gens qui ont dit que c'était la sorcellerie. Il fallait faire certains trucs au village et tout. Il y a même un monsieur, un tradipraticien qui m'a conseillé de faire le massage avec les feuilles de bananier. Aujourd'hui, quand même, la peur est partie. Je suis très contente. Comme elle, cette autre maman qui commence déjà à retrouver le sourire. Ce matin, elle est arrivée pour une énième séance. Quand on a mis les plats jusqu'à un niveau, c'était stable. On nous a indiqué le docteur ici. On a commencé les soins, on a une semaine déjà. On voit ça promet. Benoît Kama est kinésithérapeute, spécialisé dans la correction des pieds beaux. Après le départ de Mercy Ship, nous sommes appelés à continuer le travail. Nous ne faisons pas des interventions chirurgicales. Nous utilisons la méthode Ponseti. C'est une méthode qui consiste à faire une série de plâtres en fonction de la chronicité de la déformation. Certains cas, on achemine en faisant une ténotomie, qui n'est rien d'autre que l'ablation du tendon d'Achille. Après déjà 1 mois, 2 mois, pour certains, la correction est déjà parfaite. Mais il faut suivre l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, les sciences ne nous ont toujours pas donné les réelles raisons, les réelles causes de ces problèmes. Cet autre enfant a déjà traversé toutes les étapes de sa prise en charge et maintenant,
porte des chaussures orthopédiques qui a des vertus thérapeutiques. À l'étranger, après 7 ans de détention, on le sait, depuis hier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Et ce jour, après une dernière audience qui aura duré plusieurs heures, la CPI a rejeté l'appel de maintien en détention initié par le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette actualité et bien d'autres à suivre dans ce briefing à nous proposé par nos confrères de la BBC. Remise en liberté accordée à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges de la CPI ont rejeté la requête du procureur qui plaidait un maintien en détention de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre. Elle demande au greffe de la CPI de garantir leur retour au siège de la Cour quand celui-ci sera nécessaire. Figure de la contestation au Zimbabwe, Evan Mawarire a été interpellé à son domicile à Harare. C'est ce pasteur qui est accusé d'incitation à la violence via Twitter et les réseaux sociaux. Des centaines d'autres personnes ont été arrêtées ces 3 derniers jours. Les manifestants se plaignent de la forte hausse des prix du carburant décidée par le gouvernement. Y a-t-il lieu d'une enquête sur l'assassinat de Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements rwandais? Un tribunal de Johannesburg se penche sur la question. L'équipe juridique représentant la famille Karegeya soutient que le meurtre avait des motifs politiques. L'accusation dit également en avoir des preuves accablantes. C'est donc ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci à vous d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur Canal 2 International et à demain, 19h50. Bonsoir.